La devise pour le Barça, plus qu'un club, signifie qu'il est très important pour la Catalogne. Il est très important parce que c'est l'affirmation de notre identité catalane. C'est une façon de montrer au monde que le Barça, en toute modestie, par le biais du sport et notamment du football, transmet des valeurs. Le Barça est donc l'une des formes de défense des droits et des libertés de la Catalogne. I atenció, perquè està a punt de començar l'espectacle previ a la sortida dels jugadors del Futbol Club Barcelona. Presentació dels jugadors del primer equip. El capità Carles Puyol, Thiago Motta, Víctor Valdés, Xavi al minut mig cent del futbol europeu. Deco, Ludovic Juli, Leo Messi, Pichichieto, el fenomen Henrik Larsson, i aquí està el crac l'ídol, el millor jugador del món, Ronaldinho. Frank Rijkaard. Nous vous saluons tous. Nous sommes contents et fiers. Merci beaucoup. Vive le Barça et vive la Catalogne. J'ai toujours dit qu'il y avait deux moitiés en moi. Une moitié bulgare et l'autre moitié catalane. Quand on met le maillot du Barça avec son écusson, c'est la chose la plus merveilleuse au monde. Je n'avais jamais vu ça en Allemagne. Voir tout ce monde. Après, petit à petit, j'ai aussi découvert la mentalité, l'amour du club, de ses couleurs. C'était quelque chose d'impressionnant, mais comme j'étais très jeune, ça s'est très bien passé. Attenzione ai tocchi, intenta la seva dreta, Deco, rep el portuguès, gol dins d'àrea, gol! Gol, 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 gol de Samuel Eto'o. Je n'y croyais pas trop au début, quand les autres me disaient que ce club était différent. Mais maintenant que j'y appartiens, je le vis comme ça. C'est quelque chose d'unique. Quelles sont les valeurs que le Barça doit transmettre? Je dirais l'amitié, le respect, l'engagement, la solidarité, la camaraderie. Ce sont des valeurs que le sport véhicule sans problème, donnant l'exemple au quotidien. Barcelone est une ville charmante. Ce n'est pas pour rien que tout le monde veut y rester. Moi-même, j'ai voulu rester, tous les joueurs avec qui j'en parle aussi. Tous les joueurs veulent rejoindre ce club, non seulement parce que le Barça est un grand club, mais aussi parce qu'il est situé à Barcelone, une ville méditerranéenne avec son climat, le soleil. Bref, tout le monde veut venir et personne ne veut s'en aller. Le resum seria aquest, no? Tots volen venir i ningú vol marxar. Chaque année, il y a de plus en plus de touristes qui viennent la visiter. À mon avis, c'est l'une des plus belles villes du monde. Oui, ça ressemble beaucoup au Brésil.
Tout le monde dit que c'est le Brésil européen. Je m'y sens comme si j'étais chez moi. Je m'y plais beaucoup. Le fait d'avoir 3 sections professionnelles rend le Barça unique en son genre. C'est la meilleure équipe du monde et le plus grand club multidisciplinaire. C'est le seul club qui ait remporté 25 Coupes d'Europe. Au fil de notre histoire, nous avons connu des périodes d'intolérance. C'est précisément dans ces moments-là que le Barça a pris une place importante. Il représentait plus qu'une équipe de football. Il tenait lieu de sélection nationale pour la Catalogne. Le Barça n'a jamais voulu s'imposer dans ce rôle. C'est la dynamique propre aux socios, aux aficionados, aux aficionadas et aux Catalans même qui a voulu que le Barça, de façon naturelle et spontanée, joue ce rôle à des moments précis. Je suis sûr qu'on va gagner. Parce qu'on a l'esprit des vainqueurs et qu'on est supérieur sur le plan technique. Et l'afición, j'ai pas besoin de le dire, vous pouvez le voir vous-même, les meilleurs du monde. Incontestablement les meilleurs du monde. Vive le Barça! Tout commence en 1899. Johan Gamper, un employé de banque de 21 ans d'origine suisse et qui a pour loisir le football, arrive à Barcelone. Mais son statut d'étranger lui ferme certaines portes. En avance sur son temps, c'est en passant une annonce dans la presse qu'il trouve des partenaires. Une idée simpliste pour cet homme qui, sans le savoir et sans vraiment le vouloir, crée une entité aujourd'hui emblématique. Le Barça n'existerait pas s'il n'avait pas été fondé en 1899 par Johan Gamper et ses amis. Le lien entre les socios et l'institution est crucial, fondamental. En effet, les socios sont les propriétaires du club. C'est une spécificité du Football Club Barcelona et de seulement quelques autres clubs. Le fait que le Barça n'ait pas de maître et qu'il appartienne aujourd'hui à plus de 135 000 personnes, à savoir les socios, le rend véritablement singulier. Il est certain que d'autres clubs ont des aficionados aussi forts que les nôtres. Mais les nôtres sont très fidèles, même lorsqu'on ne gagne pas. Cela relève précisément du fait qu'ils éprouvent une identification qui dépasse la sphère sportive. Agustí Montal identifia cette institution catalane. Président 8 ans durant, à partir de 1969, son père prénommé Agustí comme lui, était comme lui, président du Barça à la fin des années 40. Le premier souvenir que j'ai, c'est le stade des Corts. Je me rappelle que j'étais là-bas, habillé en short, et que je voyais jouer le Barça. Les Corts, terrain de jeu du FC Barcelone, inauguré en 1922, avant l'ouverture du Camp Nou en 1957. Les aficionados s'émerveillent devant ces grands joueurs au maillot blaugrana. Saison 1919-1920, le Barça est une équipe extraordinaire, avec le milieu de terrain Josep Samitier, qui devient plus tard entraîneur, sous la présidence d'Agustí Montal père. Le buteur, Paulino Alcantara, meilleur buteur du club, avec 357 buts, ou encore Ricardo Zamora, dont le nom a depuis été donné au trophée qui récompense chaque année le meilleur gardien du championnat. De grands joueurs, pour la plus grande joie des supporters. Le supporter du Barça est très sûr de lui. C'est quelqu'un de tranquille mais de fier, non seulement du club, mais aussi de l'équipe qu'il soutient. Cela le rend heureux, important et lui donne envie d'enlever sa veste ou sa chemise pour montrer ce cœur catalan, ce cœur de supporter du Barça. Pour moi, je pense que ce n'est pas un grand club de par sa capacité. Pas uniquement parce qu'il peut réunir 100 000 personnes, non. C'est plutôt lié au fait de voir comment les gens pleurent quand on perd et à quel point ils sont heureux quand on gagne.
Ils veulent toujours qu'on gagne. Quand on a joué à l'étranger, j'ai vu des gens pleurer dans les avions parce qu'on avait perdu un match. Ça montre que c'est plus fort que d'appartenir à un club. Pleurer sur le sort de ses couleurs, les défendre face à n'importe qui et en toutes circonstances. Sans exagérer, les aficionados du Camp Nou sont les premiers au monde. En effet, si on avait un stade avec une capacité de 250 000 personnes, on le remplirait. De même si on pouvait accueillir 300 000 spectateurs. Au cœur des années 50, les dirigeants du Barça décident de bâtir un nouveau stade, plus grand que les Corts et ses 60 000 places, devenu trop petit pour accueillir les meilleurs aficionados du monde. Mois après mois, se dresse un théâtre de 90 000 places assises. Le nom immortalisé est celui de Camp Nou, le nouveau stade. Il est inauguré le 24 septembre 1957, sous la présidence de Francesc Miró Sans. Aujourd'hui, le Camp Nou est un stade 5 étoiles, qualification attribuée par l'UEFA au meilleur stade capable d'accueillir les grandes finales. Les premières heures de gloire du Camp Nou ne tardent pas à venir. Grand artisan de cette réussite, le Hongrois Ladislau Kubala. Kubala joueur, mais également entraîneur du Barça en 1962-63, puis 80-81. Autre grand artisan du succès d'alors, l'Espagnol Luis Suarez pour recevoir en 1960 le Ballon d'Or. Seul Ballon d'Or espagnol jusqu'à ce jour. J'imaginais que c'était un grand stade. Un si grand stade que j'ai mis 10 ans à me rendre compte du nombre de spectateurs qu'il y avait dans les tribunes. Des spectateurs qui m'ont d'ailleurs toujours soutenu depuis le début. Je crois que les Catalans ont suffisamment prouvé leur amour et je leur en suis reconnaissant car sans eux le succès n'aurait pas été possible pour moi. Ils m'ont toujours aidé. En tout cas, je me suis régalé. L'aficionado du Barça s'y connaît en foot. Il aime le bon foot et souhaite que son équipe gagne, mais surtout qu'elle joue bien. L'exigence de l'aficionado est importante parce que le joueur l'aperçoit. Et du coup, il sait qu'il doit faire de son mieux. C'est le top du top. Mon rapport avec ce public est complètement différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Même avant d'enfiler le maillot du Barça, le jour de ma présentation à l'aéroport, une relation complètement différente s'est nouée. Aujourd'hui, je joue pour eux et je fais le maximum pour qu'ils soient heureux.
La conclusion que j'ai tirée après un certain temps, avec le recul, c'est que c'est ici que j'ai vécu mes plus grands moments de bonheur. Ma famille, mes enfants y sont nés. Il y avait déjà quelque chose de profondément ancré en nous. Voilà pourquoi j'avais très envie d'être socio du Barça. Devenir socio, soci en catalan. La plupart des joueurs barcelonais actuels veulent devenir socios. C'est une façon de donner l'exemple. Quant à ceux qui ne sont pas nés en Catalogne, c'est la manière de manifester leur engagement blaugrana. Mais qu'un club plus qu'un club, Gamper a compris que le Barça avait besoin d'une raison d'être, d'où le lien entre le club et le destin de la Catalogne. Dès lors, le peuple catalan a fait de ce club une tribune pour exprimer au monde entier son appartenance à une nation sans État, pour affirmer et revendiquer sa catalanité. Voilà pourquoi le Barça a été persécuté et désavantagé par le pouvoir en place, qui niait les droits collectifs, les libertés et toute forme d'expression d'identité politique ou culturelle en Catalogne. Cela a coûté la vie au président martyr du Barça, Josep Sunyol, fusillé par les troupes du dictateur Franco. Le club a eu des ennuis compromettant son excellence sportive. Mais la revendication identitaire qui lie le peuple catalan au Football Club Barcelone n'a pas diminué. Aujourd'hui, au-delà de la catalanité, être supporter du Barça implique l'amour de la liberté, de la démocratie, du sport, du civisme et de la solidarité. Voilà pourquoi le Barça est plus qu'un club, mais qu'un club. Cela s'est étendu aux autres pays du monde. Nous avons des supporters partout, en Catalogne, en Espagne, en Europe, et l'aficionado militant du Barça se rassemble dans les peñas, lesquelles s'élèvent à 1600 à travers le monde. Je ne suis pas supporter du Barça depuis mon enfance car je ne suis pas né en Catalogne. Je n'habitais pas ici, mais c'était un club que j'adorais pour sa manière de jouer et sa mentalité sportive. Malgré la succession d'entraîneurs et de joueurs, la technique de jeu a à peine changé. L'équipe a une façon très personnelle de jouer ainsi qu'un état d'esprit bien à elle. J'adorais ça et du coup j'avais très envie d'y jouer. Il existe des joueurs réputés qui savent que leur passage par le Barça aura des répercussions internationales et que ce sera bénéfique pour leur carrière professionnelle. Ici, on est très exposé au regard du monde. Pour que je quitte Porto, il me fallait un projet génial.
Je voulais partir pour essayer de réussir et entrer dans l'histoire d'un autre club. Le Barça, c'était pour moi un défi, un nouveau chemin, une nouvelle étape. C'était un défi personnel. Barça para mim era desafio, sabes? Novo caminho, uma nova etapa e que para mim era desafio personal. Quand tu es un enfant et que tu as 5, 6 ou 7 ans, tu ne sais pas vraiment ce que c'est de partir. Mais lorsqu'on atteint un certain âge, tu as envie d'imiter quelqu'un. Tu choisis un modèle et puis tu te dis que ce serait bien de faire comme lui et de partir jouer un championnat à l'étranger. Lorsque je suis arrivé, Mota m'a beaucoup aidé, parce que je ne parlais pas très bien espagnol. Comme je suis brésilien, on me traduisait les choses tout le temps. Ok, ça signifie ça. Ou bien lorsque j'allais me balader en ville, on m'expliquait par où il fallait aller, par-ci, par-là. Mota m'a beaucoup aidé. Et puis là, tout le monde m'aide car il y en a beaucoup qui sont plus forts que moi en castillan. Ce n'est pas non plus qu'ils me disent « il faut parler ainsi », mais tous les jours, ils essayent de m'aider. Això ha fet que molts jugadors de renom vulguin venir al Barça. C'est la qualité sportive du club qui attire beaucoup de joueurs de renommée vers le Barça. Par conséquent, au fil de notre histoire, hormis les joueurs formés au sein du club et dont l'aspiration majeure est d'intégrer l'équipe première, chose qui me rend très fier, nous avons eu aussi des figures comme Kubala, Suarez qui est venu de Galice, et puis Cruyff, Sotil, enfin Laudrup, Stoïkov, Schuster, Ronaldinho, Rivaldo, Romario, sans oublier Eto'o. Aujourd'hui, nous avons aussi intégré Messi à l'équipe. Ils ont tous préféré le Barça aux autres équipes, et ce, grâce à sa qualité sportive. Han preferit el Barça per davant d'altres equips per la qualitat esportiva.
De grands joueurs pour marquer l'histoire. Saison 1973-1974, un tournant. Johan Cruyff débarque en provenance de l'Ajax d'Amsterdam. Le moment le plus joyeux que j'ai vécu était l'achat de Cruyff. C'était le moment où toutes les équipes espagnoles ont profité de l'ouverture des frontières. C'est pourquoi nous avons eu la possibilité d'embaucher Johan Cruyff. En fait, nous l'avions déjà contacté dans les années 70. On avait parlé avec Buckingham, l'entraîneur de Cruyff à l'Ajax, puis avec son successeur, Michels. On gardait toujours contact avec Cruyff. Cruyff a contribué fondamentalement à créer l'image emblématique du Barça. Pour moi, c'est le personnage le plus important des 30 dernières années du club. En tant que joueur, il a transformé le foot en art. C'était un personnage d'une plastique sportive véritablement incomparable. 26 mai 1973, date à laquelle le Barça fait entendre raison aux dirigeants du football espagnol. L'autorisation est donnée de pouvoir faire signer 2 étrangers par club. Après une première tentative quelques années plus tôt, voilà comment le successeur de Pelé, au rang de meilleur joueur du monde, devient catalan. Décisif, après 14 années de disette, le Barça est sacré champion d'Espagne. S'ouvre alors une période de gloire. L'équipe a vraiment commencé à jouer en tant que telle. C'était un beau spectacle. En plus d'être un grand joueur, Cruyff était un homme qui prenait soin de ses collègues. C'était un leader sur qui les autres s'appuyaient. Il y a eu des moments où, disons que la liberté était restreinte. Et grâce à Cruyff, nous avons eu à nouveau envie de devenir champion, en tant que joueur et en tant que Catalan. C'est la raison pour laquelle notre institution lui est très reconnaissante. Les années 50, l'une des périodes de gloire où le Barça émerveille le monde entier. Époque des 5 coupes, Cinco Copas, avec Kubala, entraîné par Ferdinand Dossik. Les années 70, ponctuées le 16 mai 1979. À Bâle, en Suisse, le Barça s'impose 4-3 face aux Allemands du Fortuna de Düsseldorf, en finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. C'est le premier titre européen depuis la Coupe des Foires remportée en 1966. L'entraîneur, Joachim Riffé, qui succède quelques mois plus tôt au Français Lucien Muller. Riffé, un autre symbole pour les 30 000 spectateurs qui ont fait le déplacement. 10 ans que le club n'était plus entraîné par un Catalan. Les années 70, une décennie de changement au Barça. 10 ans marqués par l'arrivée d'hommes qui ont fait l'histoire du football. Le Barça se mondialise. 1971, 2 ans avant l'arrivée de Cruyff, un autre Hollandais, Rinus Michels, inventeur du football total, s'installe sur le banc. Le jeu catalan s'imprègne de cette philosophie pour s'imposer année après année. 1974, après Cruyff, un autre joueur hollandais, Johan Niskens, pour apporter son physique. Les meilleurs joueurs endossent le maillot Blaugrana, le jeu se modernise. Un changement radical qui s'accompagne de quelques tâtonnements. 1975, Michels laisse sa place d'entraîneur à l'allemand Weisweiler, puis l'espagnol Ruiz, avant de revenir un an plus tard. Le Barça opère définitivement sa mue pour remporter en 1978 la première Coupe du Roi et en 1979 cette fabuleuse Coupe des Coupes. À la présidence, c'est Josep Lluís Núñez qui peut lever les bras. Núñez, président 22 ans durant, qui s'assoit en 1978 dans un fauteuil laissé libre par Agustí Montal. En 10 ans, le Barça s'est ainsi installé sur le devant de la scène européenne, voire mondiale, sous la tutelle du grand Johan Cruyff. Les footballeurs sont à l'origine de la grandeur du club, qu'ils soient catalans ou pas. On a eu Schuster, qui a débarqué après la Coupe d'Europe, ainsi que Laudrup, des joueurs d'un niveau remarquable. Sans oublier Stoïkov, Ballon d'Or. Et puis lorsque Maradona était le footballeur à la mode, il a été engagé par le Barça.
Ce sont des moments que je garde précieusement. Disons que je les garderai toujours parce que Diego était Diego. Il n'était pas encore Maradona. Lorsqu'il est devenu Maradona, il a mal compris certaines choses et il n'a plus les pieds sur terre. Mais sa pré-saison m'a beaucoup marqué. Il nous aidait à ramasser les ballons alors qu'il était la star de l'équipe. Il était d'une humilité qui nous touchait tous. Diego a fait preuve d'une excellence technique inimaginable. Voir un de tes amis et collègues prendre un citron dans le vestiaire et jongler avec 10 ou 12 fois d'affilée, ça défie les lois de la physique. Bon, s'il avait fait avec une orange, avec une balle de tennis ou de handball, ça irait encore. Mais là, on était sciés. Tu te dis, il se passe quelque chose, c'est de la magie. Il y a quelque chose au-delà des lois de la physique. C'était un plaisir d'être avec Picasso. Saison 1983-1984, une année de tension et d'images fortes. Arrivé un an plus tôt, le Picasso Diego Maradona a soif de succès après une saison quasi blanche affectée par une hépatite. Pour sa deuxième saison, le plus gros transfert jusqu'alors de l'histoire du club est attendu. Ce sont des instants qui restent gravés dans ta mémoire, comme les buts géniaux. Mais cela fait partie des moments malheureux. Je crois que ça se sentait dans l'air, car lorsqu'on utilise l'arme la plus puissante qu'il soit, c'est-à-dire la parole, on attaque l'adversaire. En effet, les jours qui ont précédé le match, il y a eu des entraîneurs que je préfère ne pas mentionner, qui se servaient de la presse pour chauffer l'ambiance. Une ambiance électrique. Face au Barça de l'entraîneur argentin César Luis Menotti, beaucoup d'adversaires n'avancent qu'un jeu physique pour tenter de déstabiliser Maradona et les siens. Jeu physique, brutal, à l'excès. 4e journée, Goicoechea de l'Athletic Bilbao envoie l'Argentin à l'hôpital. Le Barça est touché. 3 journées plus tard, l'Allemand Bernd Schuster tombe blessé lui aussi. Maradona et Schuster absents, le Barça lutte néanmoins pour le titre, mais termine à 1 point de Bilbao justement. La revanche est prise quelques mois plus tard. Les Catalans remportent la Supercoupe d'Espagne face aux Basques. L'étape espagnole de Maradona a comme un goût amer. Maladie et blessure, le club décide son transfert. Après 2 ans en Catalogne, Maradona rejoint Naples pour révolutionner le football italien. Dommage que ça n'ait duré que 2 ans, entre les blessures et le reste. Mais il a marqué une époque très importante car c'est l'un des rares joueurs dont on puisse dire qu'il a quasiment gagné une Coupe du Monde à lui tout seul. Celle du Mexique, 86. Il nous a toujours comblés de joie. Bernd Schuster. L'Allemand a vécu sa meilleure période comme joueur sous les ordres de César Luis Menotti, l'entraîneur argentin champion du monde en 1978. Le Barça devient à nouveau un référent mondial tout en sachant respecter son identité catalane. D'autres grands joueurs veulent désormais vivre l'expérience Blaugrana, comme l'Écossais Steve Archibald ou les Anglais Mark Hughes et Gary Lineker. De grands noms et une alchimie à trouver, tâche de l'entraîneur. Après Menotti, se succéderont entre autres l'Anglais Terry Venables, l'Espagnol Luis Aragonés, le Hollandais Johan Cruyff, le Catalan Carles Rexach, l'Anglais Bobby Robson, puis 2 autres Hollandais encore,
Louis van Gaal et aujourd'hui Frank Rijkaard. Il faut construire un groupe, une équipe, un ensemble. Cela veut dire qu'il faut travailler en respectant les individus et leurs spécificités, tout en trouvant une ligne de travail qui soit valable pour tous. J'ai débarqué en 1988, en juin 1988. C'est alors un moment difficile, tant sur le plan sportif que financier. Un nouvel entraîneur est arrivé, M. Cruyff, qui a pratiquement renouvelé l'ensemble des membres de l'équipe, et nous, on a fait partie de ce changement. Personnellement, je pense que la façon d'aborder le foot de Johan Cruyff se traduit par un football offensif, un football moderne, un football combiné avec l'aspect physique. Mais surtout, sa technique est fondée sur la maîtrise du ballon. C'est pourquoi je crois qu'il colle très bien. C'était une idole pour nous tous à l'époque. Le fait qu'il m'ait repéré pour leur nouveau projet m'a vraiment fait plaisir. Il s'agit d'un entraîneur qui a marqué une époque, sans doute l'une des meilleures époques qu'ait connue le Barça. Et c'est justement lui qui dirigeait l'équipe à ce moment-là. J'ai débarqué pour la saison 88-89. Le club était alors dans une situation désastreuse. Mais c'était assez commode pour moi, car lorsqu'on doit repartir à zéro, parce que les choses marchent mal, tu es le seul responsable. Personnellement, cela me convenait parce que j'ai pu démarrer sur de nouvelles bases, suivant mes convictions. C'est une personne qui aimait provoquer ses joueurs pour obtenir des réactions. C'était quelqu'un qui te mettait sous pression. Il s'y connaissait en foot comme personne. Il te chargeait lorsqu'il voyait que tu étais tranquille. Il voulait que tu réagisses, que l'agressivité s'exprime. Ahí está Julio Salinas, intentando seguir a la línea de fondo. Va a intentar salir de la lucha con dos hombres. Está luchando con Nelson Bode, se va definitivamente. Y Johan Cruyff sonriente en el banquillo. C'était une révolution pour nous, une grande surprise. Et ce qui était décisif, c'était la foi des joueurs dans la démarche, dans cette nouvelle méthode. Si le terrain fait 60 mètres et que tu l'occupes au maximum, tu as plein d'espace pour attaquer. Et l'équipe opposée va avoir du mal à couvrir tout cet espace. Si nous utilisons par exemple uniquement la moitié du terrain, c'est-à-dire 30 mètres, tu ne peux pas faire d'action individuelle par manque d'espace. Tout est donc une question de mètres et d'espace. Il y a eu de nombreux entraîneurs à Barcelone. Et c'est lui qui a eu le plus grand nombre de stars à gérer. Il a vraiment été comme un père. La réussite de Johan Cruyff au poste d'entraîneur est gravée à jamais. Saison 1991-1992. Après avoir très mal commencé, le Barça remonte au classement journée après journée pour finir par être sacré champion lors du dernier acte, profitant d'un faux pas du Real Madrid à Tenerife. Sur leur lancée, les cracks Blaugrana remportent ensuite la Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético Madrid. Cette réussite est le fruit du travail de Johan Cruyff. Sa force, avoir trouvé l'amalgame parfait entre les Catalans et les étrangers. Une telle réussite, une équipe magique qui porte depuis un nom, la Dream Team. Guillermo Amor, Baquero, Alexandko, Josep Guardiola, Risto Stoichkov le Bulgare, Ronald Koeman le Hollandais, Romario le Brésilien ou encore le Danois Michael Laudrup, la Dream Team, l'équipe de rêve. Je suis très attentif à la mentalité du joueur, à sa façon de s'exprimer, de se montrer aux autres. Ici, en Catalogne, nous ne sommes pas très tape à l'œil. Pourtant, il faut aussi donner une bonne image, avoir une certaine allure et du cachet en ce qui concerne la personnalité et la manière de vivre. Il faut trouver le moyen de le faire.
Laudrup, et plus tard Koeman, mais aussi Romario et Stoïkov étaient des exemples pour ça. Tu pouvais dire d'eux, ils sont plus que de simples footballeurs. Je me souviens de Risto lorsqu'il est venu jouer un match des éliminatoires contre nous. Ses cheveux, sa dégaine, sa vitesse. D'ailleurs, il nous a marqué des buts. Puis il a rejoint le Barça. Je pense que c'est l'un des achats les plus rentables par rapport au prix qu'il a coûté au club. Il a montré qu'il était un joueur anarchique, mais avec beaucoup de qualité. Son caractère touchait tout le monde, tant ses collègues que le public en général. On ne peut pas dire qu'en Catalogne, nous soyons agressifs sur le terrain. On avait donc besoin d'agressivité, non seulement pour l'équipe, mais aussi pour les divisions inférieures, parce qu'à cette époque, il y avait de plus en plus de joueurs issus du centre de formation, avec la mentalité maison. Il fallait essayer de la changer un petit peu, et pour cela, Risto a été super. De nuevo Stoïkov y la falta muy peligrosa. Laudrup, sa façon de jouer était très élégante. On aurait dit une danseuse classique en le voyant bouger. Une élégance remarquable. Et le Barça en avait besoin. Je n'ai pas été surpris lorsqu'il est devenu une grande star de l'équipe. Il avait toutes les qualités pour ça. Koeman était un grand intuitif. C'est une qualité rare chez les gens. Il savait comment se défendre soi-même et son équipe. Parce que comme il joue à l'arrière, s'il n'assurait pas, l'équipe perdait. Pour réussir, il avait conçu un plan d'organisation. Une restriction énorme envers pas mal de monde. Voilà pourquoi ça marchait.
Il a découvert peu à peu que sa vraie position était celle du défenseur. C'est là qu'il pouvait développer ses compétences techniques si bonnes. En plus, il pouvait profiter du fait d'être entouré de joueurs plus forts que lui sur le plan physique et de joueurs qui marquaient les adversaires. Comme ça, depuis sa position, il pouvait corriger les uns et diriger les autres. Le match à Wembley, lors de la Coupe d'Europe. C'était pour moi la première, la seule, mais c'est aussi la première pour le Barça. Là, j'ai compris que les enjeux n'étaient pas que personnels. Moi, je crois que ce n'est pas le fait de remporter la Coupe d'Europe en soi qui m'a le plus comblé, mais plutôt le fait de rendre heureux plein de monde. I aquí teniu repetició de la jugada. Els hi deixem perquè la disfrutin. I així jugaran tots els jugadors, com Lauro, Chico i l'instant que hubiera jugat, Busquets, Vaquero, Nando, Salinas, tots, absolutament tots, Koeman, Stoichkov, Eusebio, Nadal. La rebuda L'accueil de la ville, de la Catalogne. Les gens étaient venus de partout pour accueillir l'équipe. Et puis la reconnaissance exprimée partout, aussi à l'étranger. Le point culminant, le 20 mai 1992. Wembley, le théâtre de la finale de la Coupe d'Europe. Le Barça est opposé aux Italiens de la Sampdoria de Gênes. Une finale remportée à 1-0 grâce à ce coup franc inoubliable de Ronald Koeman dans les prolongations. Le Barça est champion d'Europe. Le titre de champion d'Europe en 1992 marque l'avènement de cette Dream Team. Illustration parfaite d'une réussite, le Barça a concilié les réalités du football moderne, marqué par l'ouverture des frontières et le maintien d'une culture catalane prononcée. Autour des Paquero et autres Guardiola, âme de cette Dream Team, les meilleurs joueurs rejoignent la Catalogne. À commencer par le Brésilien Romario en 93. Le suivront le Portugais Figo, l'Espagnol Luis Enrique arraché au Real Madrid, puis deux autres Brésiliens, Ronaldo arrivé du PSV Eindhoven et Rivaldo. Le Hollandais Patrick Kluivert ou encore le prodige argentin Saviola. L'esprit de la Dream Team est là. Le Barça est incontestablement l'un des clubs les plus puissants. Avec de tels joueurs, une puissance qui se traduit invariablement sur le terrain. L'année qui suit le titre de 92, le Barça remporte la Liga, la Supercoupe d'Espagne, puis pour la première fois, la Supercoupe d'Europe face aux Allemands du Werder de Brême. Saison 93-94, un nouveau titre de champion et une finale de Ligue des Champions perdue face au Milan AC. 94-95, une Supercoupe d'Espagne. Nouveau triplé 2 ans plus tard, Supercoupe d'Espagne, Coupe du Roi et Coupe des Coupes remportée face au Paris Saint-Germain. Triplé encore en 97-98, championnat, Coupe du Roi et Supercoupe d'Europe face aux Allemands du Borussia Dortmund. 98-99, le Barça domine toujours en Espagne avec un nouveau titre de champion. Plus d'un siècle après sa création, le Barça joue les premiers rôles sur la scène de la planète football, et ce, en restant fidèle à ses valeurs sociales, valeurs d'intégration et d'identité.
Étendard de cette identité catalane, le crédit accordé par les dirigeants à la formation, empruntant le même chemin que Guardiola, Carles Puyol. Le fait d'avoir des divisions inférieures, des joueurs formés et entraînés à la Masia, est fondamental pour le Barça, tant du point de vue sportif qu'identitaire. Le Barça pourrait survivre sans la Masia, bien sûr. Ce club peut s'en passer. Mais ce serait au détriment de l'esprit du club et de sa raison d'être, la catalanité. Cette catalanité est nourrie par les joueurs, notamment ceux qui sont arrivés ici tout jeunes. Il ne faut pas changer cela, c'est précisément la spécificité du club. Però també que jugadors que han vingut molt joves i els hem fet d'aquí, no? I això ho hem de mantenir perquè li dona aquest caràcter especial a aquest club. Andrés Iniesta et Victor Valdés, symbole de la force de production de la Masia, nom donné au centre de formation du FC Barcelone. Le championnat espagnol regorge de joueurs issus du réservoir catalan, les meilleurs écrivant l'histoire du Barça, comme le puissant Carles Puyol. Ce Barça cultive aujourd'hui cette différence, cet amalgame entre joueurs issus de la Catalogne, formés à la Masia, et joueurs étrangers. Avec l'émergence de l'Argentin Lionel Messi, le Barça va encore plus loin. On pensait que seuls les Catalans, les Espagnols sortaient de ce centre de formation. Messi est la preuve d'une avancée. Arrivé enfant d'Argentine, c'est au sein du Barça qu'il s'est épanoui, en tant que personne, en tant que professionnel. Il est aujourd'hui parfaitement intégré. Comme à l'origine, lorsque les Catalans trouvaient à travers l'institution barcelonaise une identité sociale, Messi a trouvé aujourd'hui cette même identité. Le Barça appartient aux socios. À l'origine, en 1899, ils étaient quasiment tous catalans. Le monde moderne a aujourd'hui changé, le Barça l'a compris. Je crois qu'un crack, c'est un joueur qui séduit tout le monde. Souvent, c'est un joueur qui fait partie de la ligne offensive, un attaquant. C'est quelqu'un qui marque la différence, qui rend les socios heureux. Il me semble qu'en ce moment, Ronaldinho est considéré comme le crack du foot mondial. Je pense qu'il est la clé de voûte. Dès notre arrivée au club, nous avons essayé de concrétiser son incorporation. Quelle attente s'est générée autour de lui? Je crois qu'on n'avait pas vécu cela depuis le début des années 80 avec l'achat de Maradona. Il incarne le gros changement. Pour moi, c'est le joueur qui redonne espoir aux supporters du Barça. Il réussit à accrocher les aficionados. Le Barça est à nouveau à la une des journaux du monde entier. Bref, son achat a été vraiment positif pour le club.
Ronaldinho. Je crois que c'est un joueur déséquilibrant. Et un footballeur capable de retourner un match grâce à ses fulgurances. À chaque fois que je mets les pieds sur le terrain, je remercie Dieu de m'avoir donné la possibilité de faire ce que j'aime le plus. Et surtout, en rendant plein de gens heureux. C'est la folie. Personne n'attendait une performance pareille, y compris les gens qui avaient décidé de l'achat. C'est le meilleur joueur du monde et j'espère qu'il jouera chez nous encore longtemps. Il est devenu une référence du barcelonisme. J'estime également qu'il est une référence à échelle mondiale. Je n'ai pas beaucoup changé. J'étais un enfant gai, joyeux, toujours avec un ballon. Maintenant, c'est toujours un peu pareil. Les matchs Barça-Madrid se vivent très intensément. Je crois franchement que c'est le match de l'année, que ce soit Barça-Madrid ou Madrid-Barça. C'est le match de l'année non seulement en Catalogne, mais aussi en Espagne. C'est aussi le match le plus attendu dans le monde entier. Lorsqu'on traverse le tunnel pour sortir, le corps veut que le match commence tout de suite, histoire d'évacuer toute cette adrénaline. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le Barça peut marquer l'histoire encore une fois, au Bernabéu. Mais pour cela, il faut que les joueurs connaissent l'histoire du club. Ils doivent savoir ce qui s'est passé, avoir des repères.
Lorsque les joueurs entrent sur le terrain, ils doivent être conscients que là-bas, un 0-3 a eu lieu. C'était l'époque de Terry Venables. C'était glorieux. Et puis un 0-5 à l'époque de Cruyff, Asensi et compagnie. Il faut garder en tête ces références. C'était en février 1974. C'est le début d'une nouvelle image du Barça. Je me souviens que c'était une image en noir et blanc qui a parcouru l'Amérique du Sud et toute l'Europe. Tout le monde a vu que le Barça avait marqué 5 buts à Madrid. Lorsque le résultat est favorable, c'est extraordinaire. C'est une sensation inexplicable, tellement les émotions se mélangent. On se défoule vraiment. C'est très spécial et important à la fois. C'est le match le plus important de l'année. Il faut savoir que c'est le rival éternel du Barça. C'est le rival qu'il faut battre pour obtenir la Liga. En fait, cela se vit d'une manière un petit peu spéciale. Je dirais qu'il existe une Catalan way of life. Tout comme il existe un modèle de gestion propre au Football Club Barcelona. Le modèle de gestion d'une institution sportive n'est pas enseigné dans les écoles de commerce. Le Barça a son propre modèle qui essaye de combiner la gestion d'une institution, d'une entreprise comme la nôtre, avec la gestion des émotions que le barcelonisme suscite. Le fait que le Barça soit plus qu'un club pour la Catalogne nous impose un but, un défi. Il faut faire en sorte que le Barça soit plus qu'un club pour le monde entier.